Bonjour, bienvenue à cette deuxième conférence des conférences ping-pong de l'École de design. Pour ceux qui ne sont pas familiers ou familières avec la formule, on invite des diplômés de l'École de design à venir vous rencontrer et on leur donne l'opportunité à leur tour d'inviter des personnes qui sont importantes pour eux, soit de proche ou de loin. Vous allez voir ce soir, c'est une formule un peu atypique parce que nos deux invités se connaissent très, très bien. Je vais vous en parler tout à l'heure. Donc, avant justement de présenter nos invités de ce soir, quelques petites données techniques. Alors, la conférence de ce soir sera enregistrée. Donc, je vous invite à fermer vos micros et vos caméras pour la durée de l'entretien. Vous pouvez jouer avec l'affichage, soit intervenant ou galerie, là, dépendamment de ce que vous voulez avoir comme visuel à votre écran. On vous inviterait, avec la fonction « Discuter » au bas de votre écran, de nous écrire si vous avez des questions tout au long de la présentation de ce soir. On va colliger vos questions et on espère avoir un peu de temps à la fin pour pouvoir les relayer à nos invités pour continuer cette discussion-là. Donc, ce soir, on accueille Francis Rollin et Émilie Scoffs, qui sont tous les deux des collaborateurs de longue date maintenant dans le cadre de l'atelier Trois quarts forts. C'est vraiment un beau privilège de les recevoir ensemble. Donc, ce soir, c'est ça, c'est un peu atypique parce qu'à la limite, et on en parlait brièvement hier, à la limite, ils se connaissent trop. Alors, ça va être intéressant pour eux de ressortir de leur quotidien de pratique pour engager le dialogue avec vous. Donc, très, très heureux, ils sont tous les deux issus du programme de design de l'environnement ici à l'école. Et je ne peux pas m'empêcher de voir leur pratique comme étant vraiment en lien très, très étroit avec ce programme-là. Peut-être que j'ai tort, on pourra en parler avec eux, mais un programme qui aborde à la fois l'architecture, l'objet, qui met beaucoup d'emphase sur le processus du projet en design aussi. Alors, quand je regarde la pratique de l'atelier Trois quarts forts, je ne peux pas m'empêcher de faire des liens avec cette espèce d'approche-là très, très ouverte et qui s'exemplifie dans le travail de Francis et de Émilie. Alors, je ne j'en parlerai pas d'eux plus, je vais leur laisser la chance de le faire eux-mêmes. Donc, il y a Francis qui va venir vous parler en premier, suivi de Émilie qui pourra... attendez, je me suis peut-être trompé ici. J'essayais de ramener Francis à l'avant. Je recommence. Alors, Francis, si tu allumes ta caméra, ça devrait arriver. Tu devrais être là avec nous. Attendez, et je vais ici. Voilà. Est-ce que tu m'entends, Francis? Très bien. C'est bien. Allô? Alors, j'ajoute l'épingle et moi, donc je te laisse la parole et on se revoit vers la fin pour peut-être prendre des questions là, des gens qui sont avec nous ce soir. Donc, à plus tard. On me voit, j'imagine? On m'entend? Je commence? Oui, c'est bon, OK, Francis. parfait, c'est On bon. t'entend bien. OK, Excuse-moi. super, OK. Je me présente, Francis Rollin. J'ai fait le bac en design environnement entre 2000 et 2003. Ça fait donc assez longtemps. J'ai beaucoup, moi, aimé ce bac-là parce que j'étais à temps plein dans l'atelier multitechnique, moi, genre 12 heures par jour, pendant tout mon bac. Puis c'est ça, j'ai eu la chance d'apprendre beaucoup par la pratique. Et j'ai travaillé au centre de design de l'UQAM aussi pendant mon bac. Et dans ce temps-là, le centre, je pense que c'est encore un peu comme ça, c'est très dynamique, mais ça l'était beaucoup, beaucoup dynamique grâce à Georges Labrec et Marc Choco. Puis je me suis retrouvé à faire
à participer même à la conception de certaines expos, en plus de m'occuper des montages puis tout ça dans la salle. Puis j'ai beaucoup, beaucoup appris grâce au centre. Je vous partage peut-être mon écran pour vous montrer quelques trucs de cette époque-là. Donc, on voit ici une expo à laquelle j'ai participé en tant que concepteur avec Georges, c'est Smith Miller Hawkinson. Puis après, j'ai même eu l'occasion de participer à la scénographie d'une expo itinérante qui se promenait dans les maisons de la culture de Lille. On voit ici Main Design, qui était un genre de... On voit les vieilles télés, d'ailleurs, qui était une expo qui se promenait beaucoup en Europe, qui parlait du design tant graphique que d'objets québécois. Puis, ben, c'est ça. Après le bac, j'avais toujours envie, moi, de me retrouver dans un atelier. Donc, on s'est loué un local dans Saint-Henri avec des collègues. Je parle de Stéphane Almaï-Voisard puis Karine Corbeil. Eux étaient en design graphique. On s'est parti un petit studio de design multidisciplinaire. Ça s'appelait Rita. Donc, on voit ici qu'on aimait faire la fête. Donc, Rita, c'était drôle. On ne se prenait pas très au sérieux, mais on réfléchissait à ce que c'était que le design à cette époque-là. Puis, bon, ça, ce que vous voyez à l'écran, c'est le salon à Rita. On s'était fait offrir un espace au CIDIM, puis comme on n'avait absolument rien à vendre, ni rien comme pratique, on s'était mis à rire de ce que c'était que l'archétype du salon québécois. Après, on a fait les chasseuses à Rita. Donc, c'était des sécheuses géantes sur la place des Arts pendant la Nuit blanche. C'est ça, on s'est bien amusé pendant plusieurs années. On a même fait un jardin au Festival international des jardins de Métis. Donc, c'est ça. C'est bien amusé. Puis, ben, des fois, pour manger, il fallait quand même prendre des clients, faire des projets, des vrais projets. Donc, de fil en aiguille, moi, j'ai toujours comme continué à faire des meubles en atelier ou prendre des commandes, faire des escaliers, tout ça. Fait que après Rita, moi, je me suis parti un petit atelier de design, mais aussi surtout de fabrication. Donc, j'ai un peu toujours fabriqué ce que je concevais. D'où la naissance de Trois Quarts Forts, mais ça, on en reparlera peut-être un petit peu plus tard avec Émilie, à qui je cède la parole maintenant. Allô? Allô, allô? Vous m'entendez? Allô, Émilie? Salut, Francis. Allô, tout le monde. Ben, merci. D'abord, c'est le fun. C'est pas si souvent qu'on a l'opportunité de réfléchir puis de regarder un peu notre propre pratique là, de ce qu'on fait au quotidien. Puis honnêtement, au début, on s'est dit pourquoi nous? Qu'est-ce qu'on a à dire de qu'est-ce qu'on peut amener dans cette conversation-là? Puis je pense que Louis-Charles, tu l'as bien expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire je pense que ce qu'on fait, ça s'inscrit assez parfaitement dans, en tout cas, ma définition de c'est quoi le design de l'environnement. Puis souvent, c'est un peu difficile de décrire, d'expliquer ce qu'on fait. Puis on a fait l'exercice récemment en essayant on a refait notre site web 4 ans trop tard. Puis on essayait, parce que bon, la nature de ce qu'on fait et ce qu'on offre comme service a légèrement changé, mais ça aussi, on en reparlera peut-être un peu plus tard. Mais donc, en faisant cet exercice-là, il fallait qu'on requalifie un peu puis qu'on nomme ce qu'on fait. Puis, souvent, on va nous demander là, les fameuses questions, c'est-tu du design industriel, c'est-tu du design intérieur, c'est-tu de l'architecture?
Puis, ben non, c'est rien de ces choses-là spécifiquement, mais c'est un peu de tout ça en même temps. Puis on répond à des vrais besoins, à des vraies problématiques. Puis je pense qu'on essaie de réfléchir le plus sérieusement qu'on peut, puis du mieux qu'on peut aux solutions qu'on amène, mais on essaie je pense, de ne pas se prendre trop au sérieux, puis d'avoir du plaisir, puis de garder une certaine liberté dans ce qu'on fait, dans ce qu'on veut faire. Puis ben, je pense que c'est ça qu'on espère réussir à vous montrer aujourd'hui. Mon parcours à moi, ça va être assez je vais faire ça court. J'ai fait après le cégep, j'ai fait un bac à l'Université McGill. J'ai commencé en géographie. Je me suis perdue un peu. J'ai fini avec une majeure en études québécoises puis une mineure en histoire. Puis après, je ne savais pas du tout. En fait, c'était vraiment pas écrit dans le ciel que j'allais aller en design. Je n'avais aucune idée. À cette époque-là, j'avais un copain qui étudiait en design industriel. Puis il a fini d'ailleurs sa dernière année en design de l'environnement. Puis j'étais juste fascinée par ce qu'il faisait, par la nature des projets. Je trouvais ça trippant. Puis ça m'a juste beaucoup influencée à essayer. Puis j'étais un peu... j'étais pas sûre de vouloir commencer avec le bac. Fait que j'ai fait un DEC, une technique en design intérieur au Cégep du Vieux-Montréal d'abord. Puis c'était comme en 2006. Puis je pense que ça a été assez formateur parce que c'était comme la bonne époque où tout était à la main encore. Je pense qu'il y avait un cours d'AutoCAD par semaine, mais donc c'était vraiment les tables à dessin. On faisait nos dessins avec les points de fuite, puis on faisait des photocopies, on faisait les rendus à la main avec du feutre. Puis c'était assez le fun. C'était un bon mix entre le créatif puis le technique. Puis je pense que ça a contribué aussi à me faire une main. Puis, mais j'avais encore faim après ça. Je me suis inscrite en design de l'environnement après. J'ai travaillé l'été entre la technique et le bac pour voir si j'aimais ça. Puis je me suis rendu compte que c'était pas tout à fait pour moi. Je travaillais dans un endroit où c'était très haut de gamme, c'était très décoratif, ornemental. Il y avait des tissus à 400 $ la verge. Puis je ne me sentais pas à ma place du tout. Fait que j'ai commencé le bac avec beaucoup d'enthousiasme. Puis je pense que j'avais vraiment trouvé ma place là, quand je suis arrivée. J'ai vraiment trippé de mettre les mains dedans. Puis les projets avec la chaise en carton avec Maurice Cloutier, puis les ateliers de design intégré avec Jean-François Pierrick. Ouais, ça a été vraiment, vraiment super. Puis ben, à la fin du bac, je suis tombée dedans assez vite, c'est-à-dire que, Francis, tu me corrigeras si je me trompe, mais Francis a appelé Maurice en disant qu'il avait besoin d'aide à l'atelier. Il cherchait un étudiant ou une étudiante. Puis ben, c'est ça, ça a été moi. And the rest is history. Fait que voilà, 11 ans plus tard, nous voilà encore là. Fait que je ne sais pas si tu veux prendre le flambeau, Francis, puis expliquer un peu peut-être la genèse de l'atelier avant que je sois là. Oui, tu me vois? Tu m'entends? Oui, je te vois. Personne ne répond là ici. Mais non, c'est juste moi. On est juste nous deux, comme d'habitude, dans un Zoom. On est là, inquiétez-vous pas, on est là. Merci, il y a du monde, ok, c'est bon. Ben oui, c'est ça, moi j'ai appelé Maurice Cloutier là, parce que j'étais dans des projets de transformation, de Plex en cottage, puis tout ça, puis on avait quand même beaucoup de travail à cette époque-là, puis on commençait, puis moi j'étais assez limité en tout ce qui est dessin, plan, tout ça, parce que je suis quelqu'un qui met plus les mains sur et autour d'outils. Fait que ouais, c'est ça. Émilie est venue rapidement dans l'atelier, c'est-à-dire en 2010, je pense. Hein? Je pense que oui. Émilie, ouais. 2010. Puis rapidement, on est devenu un super team de conception.
Fait que c'est ça, j'ai envie de vous partager peut-être l'écran pour vous montrer les premiers projets qu'on faisait. Ce sera pas bien long, on va me retrouver. Donc, vous voyez, tu vois-tu, Émilie, toi? Les séduction? Oui, bon, c'est bon. Peut-être le Tri mettre séduction, en quoi, donc? Hein? peut-être le mettre en plein écran si tu veux. Oui, j'ai comme pas eu le choix, on dirait. En tout cas, Bon. OK, je suis là. Donc, c'est ça. 2009-2010, on s'est loué un atelier dans Saint-Henri, encore, mais cette fois-ci pour partir 3/4 fort. Puis pourquoi cette photo-là? Ben, c'est parce qu'à cette époque-là, Saint-Henri, ça ressemblait un peu à ça. C'était pas encore gentrifié, ni chic, ni cute. C'était surtout pas cher. Puis un vrai quartier d'artistes. Donc, c'est ça. On s'est loué un atelier là. On s'est mis à faire des projets de transformation, donc d'architecture intérieure, puis à transformer des vieux bâtiments en nouveaux. Puis c'est ça. Mais tu sais, ce que j'expliquais tantôt, c'est que moi, j'ai toujours eu envie de mettre la main à la pâte, la main dans le travail plus pratique que théorique. Fait que rapidement, on s'est retrouvé à devoir aller chercher une licence comme entrepreneur général. Puis c'est pas parce que c'était la volonté, comme un rêve d'enfance d'être entrepreneur. Là. C'était vraiment parce qu'on voulait faire du vrai design build. Donc, on s'est retrouvé un peu par la force des choses, concepteur, mais surtout entrepreneur. Donc, ça, c'est les premiers projets qu'on a fait. C'était très modeste, là. On utilisait de l'OSB, on récupérait beaucoup de matériaux, les matériaux qu'on trouvait sur nos chantiers, dans les maisons qu'on stripait. Donc, tu sais, on a souvent eu l'étiquette là, de récupérateur, puis de récupérateur. Puis tu sais, dans le fond, ouais. Dans le fond, c'est pas nécessairement par mission, là, c'est peut-être plus à cause de l'occasion, tu sais, c'est-à-dire qu'on stripait des maisons, puis ben, on tombait sur des affaires vraiment qu'on trouvait belles, puis qui racontaient bien l'histoire des lieux dans lesquels on travaillait. Par économie aussi, des fois, tu trouves un puits d'escalier, tu te retrouves avec 8 solives, pour ne pas en faire une table, tu sais. Mais... Ouais. Donc, voilà. Sinon, ben, tu sais, c'est sûr que d'avoir les mains dedans, en plus de dessiner le projet, mais d'avoir aussi la chance de les réaliser, ben, ça nous permet d'expérimenter sur des chantiers des trucs qui seraient, en tout cas à mon sens, peu probables dans la vraie vie de tous les jours où tu dessines un projet puis il y a quelqu'un d'autre qui doit l'exécuter parce que souvent, tu n'es juste même pas capable de le dessiner, ce qu'on avait en tête, fait qu'on l'essayait. Dans ce cas-ci, on a mis cette photo-là parce que on avait juste plié une feuille de papier devant le client pour lui montrer un peu ce qu'on avait en tête, c'est-à-dire qu'on voulait faire un genre de pot, de pot sur 2 hauteurs qui se déploient. Puis ben, il a juste dit ben oui, OK, sans trop savoir ce qu'on avait en tête, je pense. Puis finalement, ben, on l'a fait. Il nous fait très confiance, hein? Oui, j'avoue. Mais ça, c'est exactement le genre de projet qu'on n'aurait jamais pu donner à un autre un entrepreneur, par exemple. On était là, live, sur place, avec l'ordinateur, à essayer de tirer des lignes sur SketchUp puis voir en vrai qu'est-ce que ça allait donner. C'était très in situ là, comme réalisation. Oui, c'est vrai. Voilà. Sinon, ben, on avait envie de vous parler de la deuxième étape qui a été cette entreprise un peu drôle. Comme je vous disais, on n'a jamais eu de plan
On n'a jamais eu de... C'est pas comme si on avait pensé, OK, dans 2-3 ans, on aimerait ça être rendu à telle étape, puis telle étape. Nous, avoir une entreprise, ça a été plus un moyen qu'une fin, mettons, disons-le comme ça. Puis à un moment donné, ben, on a eu envie de recevoir nos clients dans une place le fun, qui nous ressemblait, puis où on pourrait boire des verres, puis manger de la viande crue. Fait qu'on s'est loué, on a eu l'idée de se louer un local pour faire une boutique. Donc, je vous repartage l'écran. On avait aussi envie à ce moment-là de commencer à faire du mobilier un petit peu plus en série. Ouais, on avait commencé à faire des tables. On voulait miser un petit peu plus là-dessus. Fait qu'on se disait qu'avoir pignon sur rue, ça nous donnerait peut-être une visibilité puis une opportunité de faire un peu plus de mobilier, tu sais. Lui, c'est Denis Dulude. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais un grand designer graphique qui tripe sur la sérigraphie, qu'on avait invité à participer à notre projet drôle. Fait qu'on s'était mis à sérigraphier des pick-up sur nos murs. Et des outils. Ouais. On s'était tanné de la sérigraphie, on dirait, qu'on avait toute peinture en fait que c'est ça. L'idée de montrer ça, c'est un peu pour parler du fait que, tu sais, dans cette vie d'entrepreneur, moi, ce qui m'a toujours fait triper en y repensant, ça a été de designer des projets au lieu d'avoir des projets de design, parce que la nuance est quand même importante. Il y a beaucoup de monde qui font des projets de design. Puis, à mon sens, ce qu'on nous apprend à l'école en design de l'environnement, c'est peut-être d'envisager plus le contraire. Donc, moi, je me suis rendu compte à travers toutes les expériences qu'on a faites, des fois c'était en niaisant, des fois c'était plus sérieux, mais je me suis rendu compte qu'un projet, c'est du design. C'est-à-dire, peu importe la nature du projet, que ce soit partir une boutique, que ce soit partir un resto, peu importe ce que c'est, mais tu peux appliquer un peu la même démarche de concepteur. Puis c'est ça, moi, en tout cas, qui me fait triper. Donc, j'ai jamais voulu être entrepreneur, j'ai jamais voulu avoir une licence, tu sais, tout ça. C'était vraiment en plus d'être motivé pour réaliser des projets. Puis être designer, en tout cas, à mon sens, c'est un peu ça. Je ne sais pas ce que tu en penses, Émilie, mais tu sais, à travers les années, ça a été ça, là, un peu notre vision, tu sais. Oui, tout à fait. Mm. Oui. Puis la nature des projets aussi qu'on a fait a toujours été différente, variée, les échelles. Oui, effectivement. Oui. Fait que après la boutique, parce qu'on s'est tanné à un moment donné d'être toujours dans un char, parce qu'on avait notre atelier dans Saint-Henri encore, la boutique sur la rue Rachel, sur le plateau, puis tous les chantiers un peu partout dans la ville. Fait que ça faisait qu'on était toujours dans un char ou un pick-up. On a finalement décidé de ramener tout ça dans un endroit qui était finalement un nouvel atelier, mais plus grand, toujours dans Saint-Henri. L'atelier d'à côté, en fait, mais ouais. 2 fois plus grand. Oui, 2 fois plus grand. Puis là, ben, tu sais, toujours cette motivation de faire des projets, ben là, on s'est dit, OK, on va faire plus de projets, des objets, de l'architecture, tout ça. Fait qu'on a engagé plus de personnes. Fait qu'on là, je vous épargne tout le CV puis le portfolio, mais tu sais, c'est les projets qui sont en ce moment sur le site web là, qui découlent pas mal de cette période-là. Où on s'est mis à faire toujours du design build, mais dans une échelle un petit peu plus grande. Puis, je pense que ce moment-là aussi a été un peu charnière dans... On aurait pu
on aurait pu à ce moment-là, effectivement, grossir, puis devenir un vrai bureau de design, puis avoir des employés, puis du monde. Je pense que c'est ce qu'on aurait voulu au début, puis on s'est vite rendu compte que finalement, c'était pas gérer les employés, puis tant de projets que ça, c'est qu'on voulait garder toi les mains dedans, puis moi le nez dans les dessins, tu sais, puis c'est ça, je pense que c'est pour ça qu'on a décidé de ne pas faire ça finalement. C'est vrai. D'ailleurs, c'était soit qu'on était un gros bureau de design ou soit qu'on était un gros entrepreneur aussi. On aurait pu être ça. Ouais. Fait que ni l'un ni l'autre, ça nous tentait, on dirait. Hein? Ouais. Puis à un moment donné, on a même décidé, parce que 3/4 ça a toujours été ça, c'est-à-dire qu'on c'est concevoir et réaliser des choses. Donc, ça a toujours été, donc on fait la conception du projet d'architecture, puis après ça, on le réalise. Mais ça implique d'être entrepreneur en construction. À un moment donné, moi, j'étais tanné de gérer des gars de plâtre, puis le plombier qui ne rentre pas, puis tu sais, là, ça, là. Oui. Puis, tu sais, je pense que c'est là qu'il faut parler des lois aussi, là, tu sais, que... Ben oui, tellement. Ça a été possible de s'en distancer éventuellement de la posture du chapeau d'entrepreneur parce que Éloi, qui était ton associé à l'époque, était là puis gérait les chantiers. Fait on n'a pas la transition entre on est entrepreneur et concepteur, puis finalement, on n'est plus entrepreneur, on est juste concepteur, a été relativement facile puis organique parce que Éloi a repris ce flambeau-là éventuellement. Ouais. Ben, Éloi, il a repris le côté 2x4 de la patente. Mais nous, on s'est gardé quand même toute la partie sur mesure. Donc, tu sais, tout ce qui est mobilier, escalier. C'est ça. Donc, tout ce qui fait un peu notre signature, si on en a une. Puis ça, tu sais, peut-être que ça coïncide avec une période qui est plus contemporaine, mettons, dans l'entreprise où depuis, je ne sais pas, ça doit faire 2 ans à peu près. Moi, j'habite à Verchères, donc en campagne, mais à 45 minutes de la ville. Puis je me suis pris un atelier là. Puis c'est ça. Donc, tu sais, le fait de ne plus être entrepreneur, ça ne nous oblige plus à être sur des chantiers à tous les jours, à être en ville finalement à tous les jours. Donc tu sais, moi, c'est mon petit côté campagne qui était content. Parce que c'est ça aussi l'affaire avec Verchères. Ce qui est vraiment le fun, c'est que c'est un mini-village un peu improbable sur le bord du fleuve. Tu as l'impression à Go là, de te retrouver dans le bas du fleuve. Puis, c'est comme coincé entre la banlieue, un peu drabe, puis la zone plus industrielle de Sorel. Fait qu'il y a comme un mini-village de 5000 personnes sur le bord du fleuve. Moi, j'ai beaucoup trippé quand j'ai découvert Verchères. Et donc, on s'est installé là avec ma famille. Puis c'est ça. Puis, je parlais aussi de faire des projets. Ben, tu sais, un lieu comme ça permet de penser à toutes sortes de projets puis de les concevoir. C'est pas des projets de design, mais ouais. Fait que, tu sais, le marché fermier qu'on a fondé en arrivant à Verchères. La buvette. Oui, la buvette, je pourrais peut-être la montrer, mais on va la montrer. Je vais le montrer. Donc, ça, c'est une buvette qu'on a partie avec ma blonde à Verchères, tout petit endroit avec 14 places. Ouais. Fait que Fleuve Bistrot, vous viendrez, c'est bien bon. Oui, allez-y. Puis, c'est ça que ça permet, un petit endroit comme ça. Puis récemment, ça a été un OBNL qui s'appelle le Phare culturel. Je vous repartage l'écran parce que j'ai quand même une plug à faire. Oui, Martha Wainwright en concert à Verchères. Fait qu'on a réussi à booker Martha à l'église du village le 11 décembre. C'est gratuit, contribution volontaire. Fait que vous viendrez faire un tour.
Mais c'est ça. Donc c'est ça. L'idée de concevoir des projets, moi, ça m'a toujours fait triper. Puis un endroit comme Verchères le permet. À un prix qui se peut aussi, là. Ouais. Fait que sinon, ben, récemment, qu'est-ce qu'on fait? Avec le nouveau site web, ben, on a une nouvelle boutique en ligne où on a sorti un peu une ligne de mobilier qui découle un peu de notre démarche des dernières années en mobilier intégré. C'est-à-dire qu'on a, à force de mettre les mains dedans puis fabriquer du mobilier pour des clients, on a un peu développé un système. Composé d'éléments très simples là, formellement. Fait que, c'est toujours la ligne qui est la tablette, l'espèce de point qui serait un cube ou un caisson. Ouais. Puis des tiges verticales. Fait qu'en tout cas, à force de faire toujours la même affaire, on s'est dit qu'on allait en vendre. Mais tout ça pour dire. C'est un peu notre langage qu'on a comme développé avec le temps, là, qu'on a peaufiné. On fait ça des unités murales depuis le début, là, depuis toujours. Puis plus ça va, plus on dirait qu'on reprend les mêmes principes, mais on invente des nouvelles façons de les agencer, puis de les faire tenir ensemble. Puis, ouais, c'est ça. Ouais. Puis sinon, ben, on pourrait peut-être parler d'un projet récent à Sutton qu'on a dessiné. En fait, ce qu'on essaie, pas très habilement peut-être, ou en tout cas ce que moi j'essaie de pas très habilement de dire depuis le début, c'est que on travaille à toutes les échelles, on fabrique ce qu'on conçoit. Puis l'incarnation de ça, c'est peut-être le projet qu'on va montrer là. On n'a pas des très bonnes photos hyper léchées. Le projet vient juste de terminer, c'est des photos un peu de chantier, mais je vais repartager. Probablement le projet dans lequel on a réussi à mieux intégrer tout ce qu'on fait, tout ce qu'on peut faire, c'est-à-dire c'est de la rénovation parce que il y avait une partie de chalet existant, il y a un agrandissement, donc l'architecture, construction neuve, puis dans les deux maisons, il y a énormément de mobilier intégré que tu vas montrer, là, j'imagine. Ouais. Ouais. Fait que là, on rentre dans la fenêtre. Ouais, tu sais, l'espèce de ce que permet le fait de fabriquer ce qu'on conçoit, c'est de jouer toujours un peu avec la frontière entre des éléments d'architecture comme des marches, mais aussi du mobilier plus mobile, tu sais, c'est-à-dire que là, on se sert de marches comme podium. On essaye de rendre la frontière un peu floue entre les éléments d'architecture. En fait, si c'est quand même un petit volume, là, fait que il n'y a pas beaucoup de mobilier autoportant. Tout est pas mal réfléchi pour être intégré à même le plan. À part un canapé et une table, le reste, c'est pas mal. Oui, mais c'est ça, on le voit bien, là, ce qu'on disait un peu. L'idée que l'élément de plancher devient est traité un peu comme du mobilier, puis que ben, ça devient une bibliothèque qui supporte le plancher, puis les frontières deviennent un peu floues. Bon, c'est pas des bonnes photos, encore une fois, là, mais... Ouais, fait que c'est peut-être le projet qui parle le mieux de ce qu'on essaie de faire en ce moment, là. On voit Quentin, notre ébéniste, en train d'aimer beaucoup trop des marches. Beaucoup d'amour de marche. Beaucoup d'amour de marche. C'est un beau William d'été.
Fait que, tu sais, la coquille a été faite par un entrepreneur local à Sutton. Sauf que ce qui était le fun aussi là-dedans, c'est que la passerelle que tu montrais, puis la mezzanine, elle a été conçue pour que la structure d'acier fasse un peu partie de l'architecture. Fait qu'il fallait que nous, on rentre à un certain moment parce que la structure venait comme solidifier l'étage, là, finalement. C'était comme un beau mélange d'entrepreneurs et ateliers. Oui, exactement. Ouais. Et dans ce cas-ci, on fabriquait tout en atelier. On allait à Sutton 2-3 jours dans des Airbnb un peu crades, installer des affaires. C'était bien fun. C'était bien cool. Oui. On est chanceux. Ben, c'est ça. C'est un peu ça. Hein? C'est ce qu'on avait préparé un peu comme présentation. Est-ce que je peux me joindre à vous? Je vais essayer de peut-être relayer des questions. Donc, merci pour ce parcours-là. Il y a une question qui est peut-être évidente, qui me vient à la fois Amandine, mais aussi Danny Nguyen qui est dans le chat. Ça va peut-être m'amener à une autre question. Pourquoi Trois Quarts Fort? D'où c'est venu ce nom-là? Ça, c'est comme un nom de band. Hein? C'est toujours, toujours tough. Ben, tu sais, Trois Quarts Fort, je ne sais pas si tout le monde le sait, mais c'est une expression de chantier. Là. Ça veut dire 3/4 de pouce, mais juste un petit peu plus. fait que ça, moi, ça m'a toujours fait rire, là, ce système très pas précis, mais précis quand même. Le système impérial, ouais, un peu petit, faible, ça faisait un peu loser. Fait que fallait c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Mais je sais pas, c'est juste un flash drôle, là, mais c'est un clin d'œil à ça. Puis, ça parle aussi du fait qu'à la base, on était designer, mais aussi entrepreneur. Donc, l'idée de chantier, d'expression de chantier, ça faisait un peu de sens. Okay. Et ça m'amène en fait à une autre question. Puis j'invite en fait les gens qui ne connaissent pas déjà votre site web à y aller. C'est pas une plug, là, c'est pas parce qu'on essaie de vendre ce que vous faites, mais il y a une façon de parler que vous avez. Il y a un travail. Moi, ma copine a fait ses études en littérature, puis quand elle est tombée sur votre site web, elle a dit moi, je les engagerais eux autres parce qu'ils savent écrire. Il y a un projet là. Est-ce que ça fait partie? Vous avez parlé beaucoup, on va peut-être revenir à ça, de l'importance tu as parlé de l'atelier multitechnique quand tu étais à l'école, mais vous avez parlé beaucoup des chantiers. Mais est-ce que ce côté-là, est-ce qu'il y a un sous-thème littéraire là-dedans ou c'est juste moi qui fabule, là? Bien, c'est sûr qu'il y a une démarche, là, j'imagine. On n'a pas fait ça pour rien. Hein? Mais je ne sais pas, tu sais. Moi, c'est toujours, tu sais, je reviens un peu à l'idée de projet. Tu sais, tant qu'à faire un site web puis à écrire des textes cons puis plates, ben, tu sais, pourquoi on ne s'amuserait pas puis pourquoi on n'en ferait pas un projet de création? Là, dans ce cas-ci, ça devient de la création plus littéraire, mais tu sais, puis là, on est loin de la littérature, là. C'est pas ça que je veux dire. Mais non, mais je pense que non, c'est ça. Ça vient aussi de cette volonté-là de ne pas se prendre trop au sérieux, d'avoir du plaisir. Puis je pense que les deux, on aime beaucoup ça, les mots, pour vrai. On se rejoint là-dessus, puis on a un peu trouvé un genre d'humour qui nous est commun à travers tout ça aussi au fil du temps. Puis c'est ça, on veut que ça reflète un peu qui on est, puis que ce ne soit pas générique ce qu'on met de l'avant. Ça rejoint en fait ce que tu disais, Francis, c'est que peu importe ce qu'on fait, on est des designers par rapport à ça. Puis moi, je le vois dans ce projet-là d'écriture qui donne une attitude qui est à la fois très sérieuse, très précise par rapport à la méthode. Hein. Vous posez des questions aux personnes à travers votre site. Puis il y a un côté ludique aussi. Il y a un côté de si on n'a pas de fun à faire les choses, ben peut-être on va faire autre chose. Ça, je trouve ça vraiment. Mais ça, c'est un truc qu'on s'est toujours dit, Émilie puis moi. C'est-à-dire, on n'est pas obligé de faire ça dans la vie, d'être designer ou entrepreneur ou quoi que ce soit qui a rapport avec notre métier. On le fait vraiment parce qu'on triple là-dessus puis qu'on a du fun à le faire. Fait que,
Puis moi, c'est aussi un truc que je répète aux divers employés qui nous ont côtoyés, avec qui on a travaillé. Tu sais, la dernière chose qu'on fait, c'est se prendre au sérieux. Puis on n'est pas obligé de faire notre travail. Fait que, nous, on veut que tout le monde qui rentre travailler avec nous ait cette même perspective-là sur le travail puis sur ce qu'on fait, c'est-à-dire du plaisir d'abord. Là, on est un peu épais, puis dans le sens on trouve ça. Non, mais dans le sens qu'on fait souvent des niaiseries, puis on est nono, là, puis fait que c'est ça. Fait qu'on se prend pas au sérieux, puis on est là pour avoir du fun. Fait que, c'est ça. Le design qui se prend au sérieux, c'est un peu, faut s'en méfier, moi, je pense. Et je pense qu'avec le temps aussi, les gens, ils nous contactent un peu à cause de ça. Ils viennent nous voir aussi pour ça. Puis ça fait qu'aussi, avec le temps, on a le luxe puis le privilège de pouvoir un peu même choisir quasiment nos projets parce qu'on peut pas tout prendre. Puis c'est ça. Puis ça, c'est précieux. Puis c'est le fun. Fait qu'on n'a pas le choix de continuer à avoir du fun. Puis, oui, puis ce ton-là sur le site, il est quasiment discriminatoire. Dans le sens que si tu n'as pas catché la joke, tu ne vas pas nous appeler, puis c'est correct. Il y a quelque chose de parfait là-dedans. Un film qui se fait. C'est cool. Je vais inviter, je pense qu'il y a Guillaume qui avait une question pour vous. Alors, Guillaume, je t'invite à te joindre à nous pour sortir de l'espèce de boîte de Zoom. Guillaume, est-ce que tu es partant? Oui, tout à fait. Il est là. Alors. En fait, c'est ça, vous avez dit, en début de carrière, il y avait une approche très in situ, c'est-à-dire de prendre des décisions sur le chantier, de carrément dessiner à la ligne, en fait, de presque des constructions spontanées. Est-ce que ça existe encore dans votre travail, cette partie-là? Est-ce que ça va arriver de vous pointer sur un chantier puis de carrément refaire ou modifier? En tout cas, bref, je suis curieux de vous entendre sur le processus, comment ça fonctionne. Est-ce que c'est toute une conception qui est faite d'un studio et après ça qui est appliquée? En fait, je vous laisse prendre le relais sur cette question-là. Bien, on le fait moins, mais en fait, on le fait d'une autre façon. C'est sûr que vu qu'on n'est pas sur un chantier à tous les jours, c'est plus difficile de faire exactement ce que tu disais tantôt, mais moi, je pense que la conception en 3D permet à peu près ça. C'est-à-dire que, vu qu'on pense beaucoup tous les aspects d'un projet, on arrive quand même à tester des idées en vrai, presque en vrai. Fait que ça, il y a une partie qui se fait comme ça. Mais sinon, c'est vrai que ça arrive encore qu'on se pointe sur un chantier, Émilie puis moi, puis qu'on fait comme ah ben là, on devrait peut-être plus faire ça, de même. Puis sachant comment on fait, comment c'est possible de réaliser des trucs, parce qu'on a eu les mains dedans beaucoup, ben ça nous permet cette espèce d'agilité-là sur les chantiers. Et on a cette flexibilité-là, plus quand, encore une fois, Éloi réalise beaucoup encore des projets qu'on dessine. Quand c'est Éloi, on a encore cet échange-là avec lui, puis cette ouverture, puis cette flexibilité-là avec lui qui permet de faire ça. C'est sûr que si on donne des plans à un autre entrepreneur qui veut un petit peu plus, veulent tout prévoir, c'est un peu moins possible d'être si flexible dans certains contextes, mais on le fait encore. Ouais. OK. Ça nous amène... Attends. C'est moi. J'arrive là à contrôler les boutons. Ça m'amène à une autre question, en fait. Il y a différentes questions là, qui tournent autour de ça, mais en partie, il y a Karine Payette qui est là aussi parmi nous, qui pose la question. Je vais peut-être la reformuler. Donc, vous avez été chercher votre licence d'entrepreneur. Vous aviez eu besoin de ça à un moment donné. La question va dans le sens maintenant, est-ce que éventuellement, ça va aller vers la licence d'architecte? Est-ce que ça, c'est quelque chose qui va devenir important? Est-ce que c'est ça l'autre étape ou pas? Je pense pas. Je pense pas. Je pense qu'on est à l'aise avec l'échelle dans laquelle on évolue.
Tu sais, en étant designer de l'environnement, on peut dessiner tout ce qu'on dessine, dans le fond, dans notre pratique, puis on est content un peu dans cette échelle-là. Je ne sais pas toi, Émilie, ce que tu en penses. Mais... Oui, mais puis c'est rare aussi que ça nous a bloqués dans l'échelle de projet qu'on aime faire. Tu sais. Puis les fois où c'est arrivé, ben, on va chercher l'expertise requise, puis on collabore avec les gens avec qui il faut collaborer, mais ce n'est pas une volonté en soi, ce n'est pas un objectif absolu. Là. Okay. Ça, c'est une chose intéressante à savoir. Je pense qu'on a un public quand même assez large là, qui écoute ces conférences-là. Vous êtes des diplômés de l'école, mais c'est certain qu'on a un public cible qui sont nos finissants, hein, des gens qui veulent comprendre votre parcours. J'imagine que pour eux, ça va être intéressant de rajouter cette stratégie-là. Hein, on peut passer par toutes ces choses-là pour y arriver, puis de demain matin être obligé de remplir son livre pour être éventuellement architecte, qui est très honorable et qui mène à toutes sortes de projets. Vous avez un autre aspect là, par rapport à ça qui est vraiment super, vraiment inspirant, là, tout à fait. Ouais, tout à fait par rapport à ça. Bien, merci. Là, j'ai envie peut-être de jouer un jeu parce qu'on s'est parlé hier, vous avez dit, ben là, on ne sait pas de quoi on va parler parce qu'on ne se parle pas, hein, on est au quotidien, puis de toute façon, je sais ce que l'autre pense. Alors, je vais peut-être proposer un petit jeu. Je vais poser une question à Francis, mais il faut que tu répondes comme si tu étais Émilie, voir si sa réponse, ça serait la même. Ça vous tente? Okay. On essaye pour le fun? Oui. Il y a McDonald's qui vous appelle pour faire un contrat. Qu'est-ce que Émilie répond? Elle dit non. Elle dit non. Juste non. C'est pas nous. Émilie, c'est-tu plus nuancé que ça, ta réponse? Ah non, il dit absolument pas. OK, ça, c'était la première. On va faire l'inverse. Je vais en poser une à Émilie, puis tu me diras ce que Francis répondrait. Un projet de résidence à Vancouver. Oh, de résidence à Vancouver. Ben, pas de maison, là, une maison. Il demande plus de détails, puis il le considère sérieusement. OK. Moi, je dis oui tout de suite, je ne demande rien, pas de question. On commence à voir la nuance peut-être entre les deux. Moi, je veux juste prendre l'avion. Puis ça m'amène en fait à une autre question. Comment vous feriez de travailler à distance? Je pense que c'était complètement impensable au début de votre carrière. Puis j'ai l'impression dans votre discussion que là, ça devient possible. Hein, la distance. Ça, c'est vrai que c'est un des avantages de ne plus être entrepreneur en construction. C'est-à-dire que oui, on s'occupe du sur-mesure à la fin du projet, du mobilier intégré, tout ça, mais le fait de ne pas avoir à être tous les jours avec nos bottes de construction sur un chantier, bien, ça permet pas mal plus de flexibilité. Donc, quelques désavantages, mais il y a aussi beaucoup d'avantages. Puis, ben, c'est entre autres de prendre des projets qui ne sont pas à 5 minutes de route. Sutton, c'est un bon exemple. Là, si on avait réalisé ce projet-là, ça aurait été très compliqué. En fait, on n'aurait pas pu. Parce que tous nos employés habitent à Montréal. Fait que ouais, ça permet ça. C'est le fun. Okay. Et est-ce que s'il y a moins de construction, peut-être in situ qu'il y avait avant, est-ce que la production d'objets, qui est encore, hein, qui fait encore partie de... Est-ce que vous passez du temps dans l'atelier ou encore là, c'est quelque chose qui est loin de vous? Oui. Ben, oui, moi, je passe beaucoup de temps dans l'atelier. En fait, souvent, on dessine un truc, on ouvre la porte, puis 2 pas plus loin, on est en train de le faire. Là. Il y a 3 personnes qui travaillent dans l'atelier à temps plein aussi, là, à part Francis. Ouais. Okay. Mais ça aussi, puis ça sera, je pense que ça va toujours faire partie de notre pratique. Avant, on s'occupait de tout. Là, on a un peu choisi nos combats, mais c'est vrai que dès qu'on dessine un truc, on franchit une porte puis on est en train de le fabriquer après. Fait que, ça, c'est vraiment le fun. Puis oui, on est plus dans l'objet qu'avant, quoique même si on dessine encore nos projets d'architecture dans lesquels ces objets-là prennent place, mais on est un peu plus dans le faire des objets.
D'où la boutique en ligne aussi qu'on a essayé de partir récemment, mais qu'on n'a juste pas le temps de s'occuper. Mais bref, ouais, on est beaucoup dans l'objet. Okay. Et je pense que c'est peut-être un peu de circonstance, hein. On parlait, donc, vous êtes des gens qui ont passé par le programme en design de l'environnement à l'école. Si vous aviez des conseils à donner là, à mettons, ceux qui finissent l'année prochaine, là, il leur reste un projet à faire, et juste peut-être préciser quelque chose pour des gens qui sont peut-être moins familiers avec l'école. Tu en as parlé, Francis, au début. Tu as parlé de l'atelier multitechnique. Hein, pour les gens qui ne le savent pas, qui ne connaissent pas l'école, c'est que l'école de design, le pavillon de design, a un immense atelier de bois, de métal et de construction. C'est une de ces éléments de fierté. Et c'est encore le cas aujourd'hui, hein, c'est encore là. Le centre de design est un centre d'exposition, hein, tu en as parlé, qui lui aussi est encore très, très actif. Mais est-ce que tu leur suggérais de passer plus de temps à l'atelier? Est-ce que ça serait une des suggestions? Je sais pas. Tu sais, moi, je sais que j'ai tellement tripé dans cet atelier-là. Comme je disais, je passais mes journées complètes, même je manquais des cours. Tu sais, je voulais juste faire des trucs. Tu sais. Fait que là, il faut peut-être pas dire ça, mais en tout cas, j'ai eu beaucoup de fun, tu sais, dans l'atelier, puis j'ai beaucoup appris là. Puis le centre de design, effectivement, c'est toute une richesse pour l'école. Moi, tu sais, Georges Labrec, là, ça a été mon prof. C'est tout un mentor. Là, tu sais, j'ai pu apprendre beaucoup du métier grâce à lui. Sur tu sais, comment, en vrai, on fait de la conception. Tu sais. Puis le centre permettait un peu ça, c'est-à-dire que de tester des idées rapidement dans l'espace. Tu sais, on les dessine. Il y a un atelier en bas pour les faire. Puis ils prennent place dans l'espace pour vrai. Fait que, tu sais, c'était tout un laboratoire. C'est incroyable la chance que ces étudiants-là ont d'avoir l'atelier puis le centre. En tout cas, moi, ça a fait mon bac. Peut-être pas pour tout le monde, là, mais pour moi, ça a précédé la suite, mettons. Ouais, Émilie, est-ce que si tu avais un... là, j'ai détourné la question. Je vous ai posé une question, puis je l'ai détournée en parlant spécifiquement de l'atelier, mais si tu avais quelque chose à nos finissants, alors, je pense que vous en avez parlé déjà, mais comment résumer, là, peut-être en fin de parcours, qu'est-ce que vous leur donneriez comme conseil là, pour ce qui s'en vient pour eux, un départ, disons? Mon Dieu, c'est une bonne question. De ne pas être trop rigide dans leurs attentes. Là. Je pense qu'il y a tellement de voies possibles. Puis, il y a beaucoup de gros bureaux de design, mais il y a tellement de petites entreprises, le fun, tellement de façons de faire les choses autrement, puis d'être flexible, ouvert à plein de choses, puis essayer des façons de faire qui sont différentes, qui ne sont pas... qui sortent un peu de... Ouais. Puis, est-ce que vous suggérez de partir tout seul, on parle de beaucoup de collaboration avec vous deux, on a ce privilège-là. Comment on part ça? On part tout ça tout seul ou ça peut marcher? Est-ce qu'on part ça à 2, à 3? Dans vos expériences, c'est quoi la meilleure façon peut-être? Tu veux dire partir une entreprise, tu veux dire? Oui. Ben, moi, je pense que c'est un trip d'amis, tu sais, faire un projet comme ça. Moi, ça a commencé avec Rita, comme je disais tantôt, mais tu sais, c'est ça, le but, c'est d'avoir du fun à travailler avec des amis. Là. Moi, c'était ça. J'ai jamais eu de vrai job. Je me suis rendu compte de ça tantôt quand on préparait un peu la conférence. J'ai jamais eu ça, moi, une vraie job. Fait que, je suis un peu mal placé aussi pour dire ah, ben, tu sais, non, part-toi en entreprise, c'est plate d'avoir une vraie job. C'est peut-être le fun. Il faudrait demander à Émilie. Quoique, je ne suis pas sûr qu'elle a une vraie job. Mais ouais, c'est ça. Pas sûr. J'avais une question. Il y a Maurice qui voulait vous poser une question. Maurice, est-ce que tu peux activer ta caméra ou ton micro? Je ne te vois pas dans la liste, Maurice. Est-ce que tu t'appelles UQAM?
Je ne sais pas s'il peut Oui, c'est ça. OK, excuse-moi, Maurice, je t'ai retrouvé. On arrive. Ouais. Oups, excuse-moi, je t'ai coupé juste comme tu commençais à parler. Vas-y, Maurice. Voilà, j'ai un microphone. Bonjour Francis, bonjour Émilie. J'ai une Allô? question. Maurice, J'ai salut. aimé le petit jeu de Louis-Charles, mais moi, vous avez expliqué on vous appelle parce que vous êtes charmant et tout, mais pour quelle qualité on vous appelle? Et vous, quelle qualité cherchez-vous pour vos futurs collaborateurs clients? Vous avez dit non à une chose et oui à un trajet à Vancouver, mais il doit y avoir d'autres choses. Ouais. Reykjavik, ça pourrait être le fun. Qu'est-ce qu'on cherche? Tu veux dire comme client, comme projet potentiel? Qui embarquent avec nous, tu sais, qui sont, je pense que c'est ça, nos clients sont le fun, sont ouverts, je pense qu'ils nous ressemblent beaucoup, puis ouais, c'est du monde qui ont envie d'avoir des projets fun, tu sais. Je pense que c'est très instinctif, là, comment on marche, là. On rencontre beaucoup de gens, puis ouais, c'est quoi les qualités? Je sais pas, on est chanceux. L'ouverture puis la confiance, tu sais, c'est-à-dire que si, mettons, on se rend chez quelqu'un puis qu'elle nous montre tu sais, son Pinterest, là, que, tu sais ça, ben, c'est le fun, mais tu sais, après, ça rend le projet plus difficile. Tu sais, on aime mieux quand un client nous expose un problème auquel on essaie de trouver, nous, une solution. Tu sais, c'est ça un peu le jeu. Après ça, si tu arrives avec... des idées toutes faites, c'est moins fun. Ouais. Mais ça revient un peu à faire du design, tu sais, c'est-à-dire, on ne fait pas des projets de design, on design des projets, tu sais. C'est peut-être la distinction. Alors, je ne sais pas si j'ai flushé Maurice ou pas. Je ne sais pas s'il peut encore parler. Vous m'excuserez, je ne suis pas un très bon navigateur dans tout ça. Je vais réactiver de mon côté ma présence. Donc, voilà. Donc, tu m'excuseras, Maurice, tu pourras reprendre la parole. Je suis activé. Merci. Bonne réponse. Bon. Salut. À bientôt. Salut, Maurice. Merci infiniment. On arrive déjà à 6 heures de ça. J'essaie de voir s'il n'y a pas d'autres choses qui flottent là, dans les questions. Moi, il y a quelque chose que je retiens, et c'est drôle parce que, un peu comme vous, j'ai vu des gens qui se sont créés des agences. Après ça, des fois, ils les ferment, ils vont travailler pour d'autres. Il y a tout un mouvement comme ça qui est assez naturel. Et je pense qu'il y a comme un point charnière où on continue ou on ne continue pas. Et là, ils se retrouvent des fois dans des structures un peu plus lourdes ou même juste un peu... En tout cas, cette question-là se pose beaucoup dans les gens, je dirais, de ma génération là, qui sont designers à Montréal ou ailleurs. Et il y a quelque chose que tu as dit, Francis, c'est vous n'êtes pas obligé de faire ça. Je ne sais pas si je le mets trop hors contexte, mais il y a quelque chose de très, très beau là-dedans, surtout quand on connaît votre travail qui est l'inverse d'un travail désengagé. Hein? C'est un travail extrêmement engagé, mais in the bigger picture, là, dans un regard plus large, vous faites ça parce que vous aimez ça. Puis la journée que c'est plus ça, vous allez faire autre chose. Il y a pas de. Je pense qu'on peut avoir comme entrepreneur, parce que je veux pas, vous pourriez dire que vous ne l'êtes pas, mais vous l'êtes quand même. Je pense que ça soit le sous-sol de l'église, le resto, toutes ces choses-là qui sont extrêmement multiformes. Il y a une volonté que les choses perdurent. On a toujours un peu cette chose-là, mais pas au point où vous ayez plus de plaisir au quotidien. Moi, c'est ça que je retiens, que je trouve qui est assez surprenant. Ben, pas surprenant, mais le mot désengagé ou c'est l'inverse complètement de ce qu'on perçoit de la pratique ou de votre présentation de ce soir aussi. Ben, tu sais, c'est sûr que d'être entrepreneur, ça devrait permettre en tout cas une certaine liberté. Puis, si ça fait le contraire,
Ben, moi, je pense qu'on manque un peu le, le propos, tu sais, c'est-à-dire que ça donne absolument rien de travailler puis de ne pas avoir du fun. En tout cas, à mon sens, la vie est bien trop courte, là. Fait que, tu sais, c'est ça. Je vois pas d'autre intérêt à être entrepreneur que d'être libre, tu sais. Ouais. Puis vous avez trouvé votre façon de l'être. Puis j'ai l'impression, puis je terminerai peut-être là-dessus, j'ai l'impression que vous avez donné cette liberté-là à vos clients et à vos collaborateurs aussi. Il y a quelque chose, quand on voit vos projets, d'ailleurs, quand vous les nommez, hein, ce n'est pas l'adresse que vous mettez dans le nom du projet, c'est le nom de la personne. C'est un détail, mais ce n'en est pas un. C'est la maison à cette personne-là et cette personne-là. Puis, on vous reconnaît, hein? On reconnaît les projets de Trois Quarts Phares. Il y a une esthétique, il y a ça, mais on sent que ça a été pensé pour ces personnes-là. Puis, j'ai-tu le droit de dire ça? On les sent heureux ou heureuses dans ces lieux-là. Hein? C'est certainement parce que l'espace construit dans lequel ils vivent est important pour eux qu'ils sont venus vers vous. Fait qu'il y a une belle rencontre, là, je pense, qui est très, très éloquente et qui parle de votre talent, parce que ça en prend du talent pour réussir à faire ça. Il y en a beaucoup, je pense, qui essaient de faire ça. On ne trouve pas toujours notre place. Là, en vous regardant tous les deux, Émilie et Francis, j'ai l'impression que vous avez trouvé votre place là-dedans. Et je vous souhaite que ça reste comme ça, que ça se transforme. Puis là, c'est quoi la date qu'il faut qu'on retienne? Le 11 décembre, qu'il faut aller vous voir à Verchères? Ouais, ça, c'est un beau cadeau. Venez voir Martha, là. Peut-être qu'il va y avoir une petite neige douce qui va tomber, ça va être magique. Écoute. Puis vous venez manger au fleuve, au bistrot. C'est ça, on vient prendre un verre au bistrot après. Okay. Ouais. Parfait. Si vous me permettrez, on fermera là-dessus, hein, sur la petite neige qui tombe. On a tous. Oui. J'ai l'impression que les vacances vont être bonnes cette année. Je parle pour moi, mais je le sens autour de moi. Et puis, c'est une belle façon là, de terminer la saison 2021 avec vous. Donc, merci énormément. On va reprendre ça au mois de février. Donc, restez. Donc, je vous remercie beaucoup au nom de l'école, au nom de Guillaume, Guillaume Sasseville et Amandine Alessandra, qui sont mes collaborateurs dans ça. Au nom de l'école, bien sûr, merci de vous être joindre à nous dans ça. Et puis, à ceux qui sont avec nous via Zoom, ben, on vous réinvite au mois de février. On va avoir Nicolas Ménard qui va venir nous parler. Donc, gardez un œil sur le site web de l'école, vous allez avoir les détails pour ça. On a Nicolas Ménard qui va venir. Il y a Marie-Josée Lacroix aussi, que vous connaissez tous, qui était au bureau de design de Montréal, mais qui va revenir nous parler un peu de comment la commande est importante, hein? Pas seulement le projet de design, mais comment la commande est là. Et on vous réserve encore des surprises là, pour les invités qui s'en viennent dans la prochaine saison. Donc, merci énormément, Émilie et Francis. Puis merci à vous tous qui étaient présents avec nous. Au plaisir de vous revoir à l'école quand on va pouvoir, hein, bientôt. Puis sinon, ben, en ligne comme ça, d'avoir la chance d'échanger avec vous. Merci infiniment. Merci. 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 Au revoir.